Perdu dans la jungle inextricable, On a découvert cette civilisation au milieu de la forêt tropicale. les restes mystérieux d'une civilisation qui a embrassé plus de 1000 ans d'histoire. Pour le peuple, c'était des dieux. La civilisation maya a érigé de vastes cités ornées de pyramides monumentales, de palais richement décorés et de places gigantesques, avec une parfaite maîtrise de la nature. Les Mayas étaient très inventifs. Ils ont trouvé le moyen de créer des ouvrages d'art incroyablement sophistiqués, de bâtir et de maintenir toute une civilisation pendant 1500 ans. Puis, après des générations de prospérité et d'innovation, cette civilisation s'est effondrée. Ces cités bourdonnantes de vie ont été livrées à l'abandon et à la nature. Bien des siècles plus tard, les mystères qui entourent ce peuple fier et les demi-dieux qui le gouvernaient commencent à être levés. Son histoire tient en 3 mots: conquête, ingéniosité et désastre. Nous sommes en l'an 869 de notre ère, dans les basses terres de la jungle du Guatemala. Le peuple maya est à l'agonie. La nourriture et l'eau potable se font rares. La famine sévit, la malnutrition et les maladies font des ravages dans la population qui n'a plus confiance en ses dirigeants de droit divin pour apaiser les dieux. Des crises politiques agitent les différents royaumes. L'une après l'autre, les grandes cités-États sont abandonnées. La civilisation maya est au bord de l'effondrement. Les cités et les régions tombent les unes après les autres. Les villes sont abandonnées, les rois balayés. C'est la fin de la culture maya classique. Qu'est-il donc arrivé à ce grand peuple? Aujourd'hui encore, les chercheurs sont perplexes. Nous savons qu'ils ont disparu, mais comment? La réponse est peut-être dans les glyphes complexes qui composent le code maya. Ces glyphes transcrivent de façon complexe tout ce que les Mayas pensaient ou voulaient exprimer. C'est l'unique exemple d'un système d'écriture complet et élaboré des Amériques. Aujourd'hui, ces symboles énigmatiques nous dévoilent une histoire de guerre violente, de dirigeants taillés pour la légende, l'histoire de la grandeur et de la décadence d'un peuple mystérieux. Bonjour, ici Peter Weller. Je me trouve au sommet d'un temple magnifique en pleine jungle au sud du Mexique, près de la frontière du Guatemala. La région était à l'époque au cœur de la civilisation maya. Pendant des années, les archéologues ont imaginé un empire paisible divisé en une quarantaine de cités-États indépendantes. Les échanges semblaient exister entre cités, sans agressivité particulière, sans soif de pouvoir et sans volonté d'expansion géographique. Mais depuis 50 ans, ces théories ont du plomb dans l'aile. Des hiéroglyphes comme celui-ci, issus du système sophistiqué d'écriture des anciens Mayas, racontent une histoire bien différente. La vision un peu idyllique des années 1960, qui décrivait un peuple pacifique et uni, est en train d'être balayée par celle plus réaliste de cités-États entretenant des conflits sanglants. Les batailles et les sacrifices humains tenaient une part importante dans la vie des Mayas. L'organisation de la civilisation maya en cité-État ne s'est pas faite en un jour. Les Mayas sont sans doute apparus vers 2000 avant Jésus-Christ. En l'an 500 avant notre ère, la population maya est en pleine croissance. De petites communautés s'installent sur les futurs sites historiques dans toute l'Amérique centrale et forment des royaumes organisés qui dominent la région dès l'an 250 de notre ère. À leur tête, des rois superpuissants. Leurs dirigeants étaient extrêmement puissants. Entre eux, la compétition faisait rage et menait souvent à la guerre. Pour les Mayas, les rois font la guerre au nom des dieux. Les rois mayas étaient comme nous, mais pour le peuple, ils avaient des pouvoirs surnaturels. Le prix de la dévotion était souvent brutal, voire mortel.
Les Mayas avaient une dette de sang vis-à-vis des dieux. Non pas qu'ils méprisaient la vie humaine, bien au contraire. Le sang et la vie étaient très précieux. C'étaient les dons les plus précieux à offrir aux dieux pour rembourser la créance de sang née de la création. Faire couler le sang, procéder à des sacrifices humains, c'est l'obsession qui commande la stratégie des rois. Ils s'allient, attaquent leurs voisins dans le seul but d'apaiser leur divinité et de préserver leur autonomie. Il ne s'agit pas d'un empire au sens romain du terme, mais plutôt d'une multitude de royaumes rivaux. Au IIIe siècle de notre ère, la civilisation maya est florissante. Aucune cité n'a encore réussi à dominer toutes les autres, mais l'une d'elles est en pleine ascension. Son nom, Tikal. Tikal est l'une des rares cités à renforcer son influence dans la période préclassique, avant l'ère chrétienne, et elle va continuer à croître jusqu'à la fin de la période classique sans relâche. Mais au VIe siècle, sa puissance est menacée par une cité rivale, Calakmul. Les Mayas possédaient deux grandes cités royales, Calakmul et Tikal, qui ne cessaient de s'opposer. Apparemment, Calakmul était plus belliqueuse et a noué des alliances avec d'autres cités pour étouffer son adversaire. Il faudra toute l'ambition d'un chef visionnaire pour faire de Calakmul une véritable puissance militaire. Il se nomme Yekin Chankawil. Son père a bâti l'un des édifices les plus emblématiques de la civilisation maya, une pyramide qui résistera à l'outrage du temps, le temple du Grand Jaguar. Pour eux, la valeur du monument se mesurait à l'effort nécessaire à sa construction. Construire un grand temple pyramidal montrait votre puissance, votre force, votre prestige. C'était un moyen d'attirer les gens dans votre ville, puisque vous étiez forcément un chef extraordinairement puissant. Construire dans une zone semi-tropicale avec des outils rudimentaires représentait un immense défi, surtout s'il s'agissait d'ériger une pyramide avec des techniques de l'âge de pierre. Les Mayas ne connaissaient pas la plupart des techniques que nous associons aux grandes réalisations en pierre. Ils n'avaient pas de bêtes de somme ni d'outils en métal. En revanche, les Mayas ne manquaient pas de carrières de calcaire ni de main-d'œuvre. Chaque individu était redevable au souverain d'un certain nombre de corvées annuelles. Les blocs de calcaire étaient extraits, puis poussés, tirés ou portés par les ouvriers jusqu'au chantier. Ils avaient une technique de portage particulière, avec une lanière qui prenait appui sur le front. Ainsi, ils pouvaient porter des pierres de plusieurs dizaines de kilos. Niveau par niveau, la pyramide grimpe vers le ciel. Des échafaudages de bois maintiennent la structure en construction. Des artisans qualifiés façonnent les blocs de calcaire avec des outils de pierre et des maillets en bois. L'intérieur est rempli de gravats grossiers, mais l'extérieur reçoit des finitions soigneuses. Il est enduit d'un mortier résistant appelé stuc maya, puis peint en rouge. Ils connaissaient la roue et le métal, mais ils ont choisi de ne pas les utiliser pour la construction. Je pense qu'ils considéraient que les choses avaient plus de valeur si elles nécessitaient beaucoup de travail. Le temple du Grand Jaguar se dresse à près de 45 mètres au-dessus de la canopée. Il fait face au soleil couchant. Ce gratte-ciel de l'Antiquité impose le respect à tous ceux qui pénètrent sur la grande place de Tikal. C'est le symbole de la puissance et de la rédemption. Mais cette merveille d'architecture ne suffit pas à la cité. En 736, Yekin Chankawil écrase la cité rivale de Calakmul. Puis en 743 et 744, il attaque et pourfend deux alliés majeurs de Calakmul autour de Tikal, El Pérou à l'ouest et Naranjo à l'est. Le nœud coulant qui étouffait la ville est rompu.
Pour célébrer ses victoires, le souverain fait agrandir son palais et construire de nouvelles pyramides, et nous pouvons encore admirer beaucoup de ses réalisations. Yikin a sans doute lancé la construction du plus haut édifice de Tikal, le Temple 4. Il faudra 190 000 mètres cubes de pierre pour élever cette pyramide de plus de 64 mètres de haut qui émerge bien au-dessus de la canopée et offre un point de vue à 180 degrés sur la cité. À l'horizon, d'autres villes mayas se lancent dans d'ambitieux projets de pyramides. Cependant, avec le roi Yikin Chankawil à la barre, Tikal demeure le centre incontesté de la civilisation maya. Mais d'autres cités émergent. À environ 400 km de là, à l'ouest de Tikal, une autre dynastie bâtit une acropole gigantesque. C'est là qu'au 7e siècle, un roi visionnaire accède au pouvoir. Il fera de l'une des villes les plus humides au monde la Mecque d'une nouvelle architecture. Nous sommes en l'an 611 après Jésus-Christ. Au sud-est du Mexique, la cité de Palenque, située aux confins du territoire maya, est sur le déclin. Elle lance ses guerriers dans une dernière lutte contre la cité toute-puissante de Calakmul. C'est la défaite. Le roi de Palenque est tué. Il ne laisse aucun héritier masculin. Pour les Mayas, les rois sont des seigneurs d'essence divine et la survie d'une cité est liée à celle de sa lignée royale. Si cette dernière s'éteint, ce sera le désastre. C'est pourtant durant cette période trouble qu'est lancée l'une des plus grandes campagnes de construction de l'histoire maya. Le roi qui en est l'architecte sombrera dans l'oubli jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1949, des questions jusqu'alors sans réponse sur la mystérieuse dynastie de Palenque trouvent leur solution lorsque l'archéologue Alberto Ruiz-Lhuillier fouille ce temple, le temple des inscriptions. Moi je tiens la forme, mais imaginez ces gars portant coiffe, tunique, poignard d'obsidienne et épée. Obsidian, knives and swords. I thought I'm in pretty good shape. Enfin, je suis en forme pour un homme de mon âge. Mais je me demande comment il faisait et comment Alberto Ruiz-Lhuillier a fait. Et je n'ai pas fini. Lorsque Lhuillier est arrivé au sanctuaire, il a remarqué des rangées de trous au sol recouverts de bouchons en pierre. Il a pensé que ces trous étaient prévus pour y passer des cordes et soulever la dalle, un système de trappe en quelque sorte. Et effectivement, sous cette trappe, il a découvert un escalier très raide, couvert de poussière et de gravats. Celui-ci. C'est la première fois qu'il voit une telle chose. Son équipe continue donc de déblayer vers l'inconnu. Les marches sont très glissantes à cause de l'humidité, de l'orage et des pluies tropicales. Enfin, Alberto parvient à un palier. Là, l'escalier tourne en épingle à cheveux avant de continuer. Il découvre des portes cachées, des passages secrets, ce qui signifie que l'édifice a été soigneusement pensé. Enfin, après 3 longues années de fouilles, il atteint le bout de cet escalier de 24 mètres. Et là, il avise un petit corridor avec un coffre en pierre qui contient 6 squelettes. Ce sont les restes de ceux qu'on a sacrifiés pour protéger le destinataire de ce temple. Alberto Ruiz-Lhuillier ignore encore son nom. Enfin, il découvre une porte énorme, taillée en triangle. Avec ses hommes, il l'ouvre et il entre.
La porte dissimule une crypte voûtée d'environ 9 mètres sur 7 qui contient un sarcophage taillé dans un monolithe de calcaire, fermé par un couvercle superbe où l'on a sculpté avec art plusieurs représentations d'un roi. Les côtés étaient enduits d'un pigment rouge, un poison au toucher pour décourager les pilleurs de tombes. Si les Égyptiens avaient utilisé le même procédé, les antiquités égyptiennes auraient été moins pillées. Sur cette face du sarcophage, on distingue un bouclier gravé, comme dans le sanctuaire. En maya, bouclier se disait Pakal. C'est ainsi qu'Alberto Ruz Lhuillier a découvert la tombe du plus important roi maya, Pakal. Pakal accède au trône en l'an 615. La cité de Palenque est alors en crise. Les anciens de la ville privée de dynastie se sont tournés vers une étrangère de sang royal, la dame Sak Cook. Elle arrive à Palenque avec son jeune fils. L'avenir de la cité est en jeu. L'adolescent est couronné roi par sa mère. Il n'a que 12 ans. Elle lui a gardé le trône au chaud pendant 10 ans, le temps qu'il grandisse. Sur le chemin de l'âge adulte, Pakal doit impérativement devenir un dieu pour légitimer son pouvoir. Il déclare donc que sa mère est l'incarnation de la mère originelle qui a créé les humains et les dieux. Ainsi, il devient le fils d'une déesse, ce qui balaye toute remise en cause de sa légitimité. C'était sûrement un homme charismatique, c'est obligé. Pour réussir, il a dû faire preuve d'un charisme et d'une détermination hors pair. C'est un nouveau venu sur la scène. Pour faire ses preuves, il décide de faire un coup d'éclat et construit les édifices les plus extravagants qui soient. Il met en place des schémas architecturaux complètement nouveaux. Pour authentifier sa lignée, Pakal construit à tour de bras. Ainsi, il revitalise son royaume. L'une de ses premières commandes est la rénovation et l'agrandissement du palais royal, une impressionnante structure de plus de 6500 mètres carrés, dressée au centre de la place principale. Le résultat est un labyrinthe de galeries, de chambres, d'escaliers, de cours et de tunnels destinés à refléter la puissance du souverain. Au départ, les architectes de Pakal, comme dans le reste du monde maya, emploient la technique de la voûte en encorbellement pour soutenir leurs édifices démesurés. C'est une structure très simple, où des pierres étaient posées en saillie les unes sur les autres à la manière d'un V inversé, puis arasées pour former la clé de voûte. Cependant, la voûte en encorbellement n'est pas une panacée. Son emploi limite l'espace intérieur et l'arrivée de la lumière. Les architectes sont contraints de monter des murs plus larges que les pièces qu'ils délimitent. Poussés par un souverain déterminé, les ingénieurs de Pakal cherchent des solutions. Les architectes de Palenque sont parvenus à alléger les édifices avec des structures en nid d'abeilles au faîte des bâtiments. Ainsi, les ouvertures pouvaient être plus larges et plus de lumière pouvait entrer. Ces innovations ont permis de diminuer la contrainte subie par les murs porteurs et de créer des bâtiments plus ouverts et plus accueillants. En 60 ans, les bâtisseurs de Pakal sont devenus les meilleurs du Nouveau Monde. À la fin de son règne, le souverain va lancer la construction de l'un des projets les plus complexes et originaux jamais initiés par les Mayas, le Temple des Inscriptions. La découverte du temple des inscriptions a bouleversé notre vision des pyramides mayas. Ce n'étaient pas nécessairement des mausolées. À l'intérieur, le long de l'escalier qui descend à la crypte, les Mayas ont aménagé un conduit à la vocation particulière. Il permettait à une personne au sommet de la pyramide de parler et donc de communiquer avec le roi Pakal dans son tombeau. Ce sarcophage de 20 tonnes a été taillé pour durer une éternité.
Le couvercle protégeait une cavité ménagée dans le sarcophage pour le corps du défunt. Lorsque Pakal est mort, la porte de la crypte a été scellée et l'escalier comblé. Les architectes et les sculpteurs royaux ont conçu un tombeau orné de motifs symboliques représentant la résurrection de Pakal dans l'au-delà. Les scribes ont reçu l'ordre de composer une grille pour loger les 640 glyphes relatant l'histoire du règne de Pakal. Beaucoup de pyramides mayas sont pauvres en récits gravés. Le temple des inscriptions est une exception de taille. Depuis les immenses tablettes au sommet jusqu'aux glyphes dissimulés à l'intérieur, tout y proclame qu'il s'agit de la dernière demeure du fondateur d'une grande dynastie maya. En 683, après 68 ans de règne, Pakal, couronné roi à 12 ans, meurt. Le grand souverain était âgé de 80 ans. Son corps est enduit de cinabre et paré de bijoux somptueux. Un masque de jade est placé sur son visage. Il laisse un héritage exceptionnel. Son fils lui succède enfin, après 50 ans d'attente. Pour lui, le temps presse. Il lance aussitôt une série de grands travaux défiant les lois de la physique et de la nature. Le nouveau roi se nomme Shanbaloum. Pakal a fondé une dynastie, mais c'est son fils qui l'a consolidée. Il voulait s'assurer que la lignée perdure. Âgé de 48 ans, le nouveau roi lance dès son avènement la construction d'un complexe de 3 pyramides qui, aujourd'hui encore, rappellent sa gloire. Il a dessiné et construit le groupe de la Croix, qui compte parmi les ensembles de temples les plus élaborés et les plus beaux du monde maya. Ce sont des monuments érigés à sa mémoire. Il domine les édifices construits par son père. C'est une façon de montrer qu'il a été capable de laisser sa propre empreinte sur la cité, comme son père avant lui. Shanbaloum ordonne à ses ingénieurs de construire 3 édifices complexes. Le temple de la croix, le temple de la croix feuillue et le temple du soleil. Sous son impulsion, l'architecture fait un bond en avant, utilisant des calculs géométriques plus sophistiqués que nulle part ailleurs au monde et basés sur le système numérique maya. Les Mayas étaient en avance sur de nombreux plans. Ils connaissaient déjà l'équivalent de notre zéro. À partir de la simple combinaison d'un ovale figurant une coquille pour le 0, d'un point pour le 1 et d'un tiret pour le 5, les Mayas pouvaient, en variant les positions, accéder à la multiplication et atteindre des nombres incroyables. Les Grecs et les Romains étaient des ingénieurs, des théologiens et des historiens de talent. Mais ils étaient limités par leur système mathématique, car ils ignoraient le zéro. Ils étaient champions en grands travaux et en philosophie, mais comparés aux Mayas, ils ne faisaient pas le poids en mathématiques. Les observations mathématiques des ingénieurs de Shanbaloum leur ont certainement permis de découvrir des notions telles que la racine carrée ou le nombre d'or, une proportion naturelle que l'on retrouve chez les êtres vivants et dans la nature, et dont la valeur est phi égale 1,618. Si on mesure quelqu'un de la tête au nombril, puis du nombril au pied, on obtient un ratio très proche du fameux nombre d'or. Certains chercheurs pensent que cette proportion est déjà remarquable sur des édifices millénaires comme les pyramides de Gizeh en Égypte ou le Parthénon en Grèce. L'homme vitruvien de Léonard de Vinci est une étude de cette proportion. Certains prétendent même qu'on la retrouve dans les traits de la Joconde. Munis de quelques bâtons et d'une ficelle, les ingénieurs de Shanbaloum ont sans doute pu bâtir selon les lois du rectangle d'or. Dans le cas du temple de la croix, l'utilisation de formes géométriques est claire.
pour déterminer l'emplacement des deux piliers principaux de la façade, la largeur de la porte centrale et la disposition des murs intérieurs. Ces proportions remarquables se retrouvent dans les chambres arrière ainsi qu'à la base de l'édifice où le mur de côté représente l'unité et le mur arrière le fameux 1,618. En associant la répétition de formes carrées et des proportions idéales, les Mayas ont construit un temple de la croix magnifique, empreint de géométrie et de mythologie, digne héritage d'un roi. L'architecture de Palenque ne s'attachait pas uniquement à l'au-delà. Elle avait par ailleurs des objectifs beaucoup plus pragmatiques. L'un des autres noms de la cité est Lacam-A, en référence à l'abondance de l'eau dans la région. 4 rivières traversent la ville et il y a des sources partout. Cette richesse naturelle n'est pas sans conséquences. Palenque était entouré de montagnes abruptes et les nombreuses sources et rivières se dirigeaient naturellement vers la plaine, ne laissant que quelques zones propices à la construction. À la différence de la plupart des cités mayas, le problème de Palenque n'était pas le stockage mais le drainage de l'eau. Regardez autour de moi, ici tout est vert, il pleut chaque jour. La solution adoptée par les architectes a consisté en un système original de déviation des cours d'eau existants grâce à des aqueducs souterrains qui canalisaient l'eau en sous-sol, ce qui dégageait des zones pour les cultures en surface. Ces conduits étaient dallés de pierres calcaires et recouverts par notre fameuse voûte en encorbellement, une série de pierres placées en saillies les unes sur les autres jusqu'à former une arche. Les plafonds des conduits étaient si solides qu'ils pouvaient supporter le poids des immenses places de Palenque. Les habitants se déplaçaient au-dessus pendant que l'eau était évacuée sous leurs pieds, comme là où j'habite aujourd'hui, à New York. Plus impressionnant encore, il semblerait que les ingénieurs mayas aient trouvé le moyen d'envoyer de l'eau sous pression dans des conduites. Ils ont construit des canalisations d'eau qui épousaient le terrain accidenté pour arriver en ville, souvent de l'aval vers l'amont. Le diamètre de ces conduites diminuait progressivement à l'approche de la cité. Comme dans les fontaines romaines, l'eau gagnait en pression en filant dans des conduits de plus en plus étroits, ce qui permettait l'alimentation en eau des bâtiments de Palenque. Nous avons retrouvé de magnifiques installations de bains de vapeur, de piscines et d'aqueducs. C'est une utilisation inédite de la pression de l'eau, en tout cas jusqu'à ce que les Espagnols importent cette technologie avec eux. Shanbaloum et son père Pacal ont dirigé Palenque pendant près de 100 ans et ont amené la technologie maya à un niveau encore jamais atteint à l'époque. L'avenir semble sourire à la cité. Pourtant, ces jours glorieux vont bientôt s'achever brutalement. Un événement bouleverse le monde maya et va provoquer l'implosion des cités-États de l'époque classique. Au 8e siècle, Palenque, Tikal et d'autres royaumes de la civilisation maya sont en pleine expansion. D'imposantes pyramides, des aménagements urbains sans équivalent et de somptueux palais sont édifiés à la gloire de grands souverains. Brutalement, ces cités vont pourtant se vider l'une après l'autre. Les sculpteurs royaux cessent de graver des informations historiques sur les monuments et les rois abandonnent leurs grands travaux. La civilisation maya plonge dans l'obscurité. L'ensemble du territoire maya n'est pas abandonné du jour au lendemain. Un royaume s'effondre, puis 10 ans plus tard, un autre, et ainsi de suite. Les causes de l'effondrement de la civilisation maya sont encore débattues. C'est une société qui a atteint ses limites. L'implosion de la civilisation maya n'a pas d'explication unique. Les chercheurs pensent qu'une catastrophe environnementale a conduit à sa dissolution. Le sol ne devait plus rien produire, la famine s'est donc installée avec la malnutrition et la maladie. Les Mayas ne pouvaient plus compter sur leur roi pour intercéder auprès des dieux, puisque leur grande civilisation était prise dans un maelstrom mortel que leurs dirigeants, leurs guides pendant des siècles,
ne parvenait pas à arrêter. Alors, tristement, doucement mais sûrement, la population s'en est allée, abandonnant derrière elle et pour toujours ces cités magnifiques. Aucune trace de charniers. S'ils ne se sont pas volatilisés, où sont partis les millions de Mayas de ces cités? Sûrement là où ça se passait à l'époque, c'est-à-dire au nord. Les cités du Sud sont mortes, il n'y a pas d'autre mot. Elles ont sombré dans l'oubli et n'ont jamais vraiment été remplacées. À la même époque, certains coins de la péninsule du Yucatan prennent une ampleur considérable. Cette croissance est favorisée par un réseau très développé de chaussées surélevées appelées sac-baies ou chemins blancs. Les sac-baies ne servaient pas qu'au transport local. Ils étaient l'emblème de la puissance politique unissant deux cités alliées qui avaient les moyens de créer cette superbe voie royale entre les deux États. Les sac-baies, dont certains font jusqu'à près de 100 km, sont une merveille de savoir-faire. D'abord, on plaçait d'énormes rochers de chaque côté du chemin. Ensuite, on le comblait avec des pavés arrondis et des pierres grossières. Puis, on recouvrait le tout d'un enduit pour que la route soit lisse. Dans la péninsule du Yucatan, les sac-baies sont souvent parfaitement rectilignes, en dépit du terrain accidenté. Il est difficile de tracer une route de 96 km qui ne divise même pas d'un degré. J'aurais aimé connaître leurs instruments. Nous n'avons aucune trace. Ce réseau de chaussées a permis un nouvel essor vers le nord. C'est là que les survivants des basses terres du Sud vont chercher une deuxième chance dans une cité du Yucatan baptisée Chichen Itza. Chichen Itza est devenue la cité la plus grande et la plus puissante du moment entre l'an 800 et l'an 1050. Elle avait toutes les qualités requises. C'était un lieu très cosmopolite et je suis sûr que la ville a su tirer profit de cette réputation. L'observatoire, aussi appelé El Caracol, est l'un des bâtiments exceptionnels de ce site. Les Mayas cultivaient une passion pour l'écoulement du temps et l'astronomie. Pendant des siècles, ils ont scruté le firmament. Les Mayas utilisaient probablement une sorte de gnomon composé de deux baguettes croisées. En pointant l'intersection de ces deux baguettes sur un objet, ils pouvaient l'observer avec précision. En dépit d'instruments rudimentaires, les Mayas ont pu suivre le mouvement des étoiles et des planètes, ainsi que le passage du temps. Comme à Stonehenge, les gens venaient y observer le soleil et la lune. L'escalier principal du bâtiment est orienté à 27,5 degrés au nord-ouest, à la différence des autres édifices. Il s'aligne parfaitement avec la position la plus septentrionale de Vénus dans le ciel. Il était également proche de l'alignement avec d'autres corps célestes et avec des concordances remarquables, comme lors des solstices. Dans la partie supérieure du bâtiment, 3 ouvertures sont encore visibles. Petites, étroites et placées de façon irrégulière, elles s'alignent pourtant avec des points de vue astronomiques. L'orientation, les aménagements particuliers et l'alignement un peu surprenant de l'observatoire d'El Caracol montrent qu'il était consacré à l'étude des positions de Vénus à l'époque. Vénus est une sorte de variable céleste. Sa trajectoire est changeante. Apparemment, El Caracol a été bâti pour observer Vénus à la fin d'un cycle précis. Les observations astronomiques très poussées des Mayas leur ont permis de dresser des calendriers imbriqués dont la précision surpassait de loin tous ceux d'Europe. Les Mayas avaient 2 calendriers, l'un rituel et puis un autre calendrier solaire très similaire à celui que nous utilisons. L'année solaire maya comptait 365 jours. Les astronomes mayas connaissaient le cycle de Vénus et des éclipses lunaires. En 200 ans à peine, la civilisation maya réussit à renaître après le déclin catastrophique des cités du Sud. Mais un ennemi bien plus mortel s'annonce déjà dans le nord. Un ennemi capable d'annihiler les Mayas,
tout en laissant leur cité intacte. L'obsession de l'astronomie a laissé des traces indélébiles dans l'architecture maya de Chichén Itzá. Le bâtiment le plus important de la cité était le château ou castillo, haut de 30 mètres si l'on inclut le temple au sommet, et construit au 9e ou 10e siècle. Les 365 marches de l'ensemble de ces escaliers symbolisent le nombre de jours du calendrier civil maya. Sur les faces de la pyramide, 52 panneaux représentent le cycle maya de 52 ans. 9 terrasses évoquent quant à elles les 18 mois du calendrier solaire maya. L'orientation et la construction de la pyramide sont telles qu'un jeu d'ombre remarquable se produit lors des équinoxes. L'observateur qui regarde la face nord-ouest du Castillo remarquera qu'à l'équinoxe d'automne, le soleil couchant projette des ombres sur les arêtes de la pyramide. Plusieurs triangles sombres semblent alors onduler le long du bâtiment jusqu'à une jolie sculpture en tête de serpent. Ce serpent qui a l'air de descendre des nuages indique l'arrivée de la saison des pluies. Les Mayas voyaient en ce phénomène la manifestation de Kukulkan, plus connu sous le nom de Quetzalcoatl, le célèbre serpent à plumes. Les Mayas savaient dater précisément les équinoxes, c'est-à-dire les jours de l'année où la nuit et le jour ont la même durée. Chaque année, le 21 mars, l'ombre de Kukulkan descendait de la pyramide. Autour du Castillo, la cité adopte un plan aéré avec une vaste place centrale, des temples, des places de marché, un terrain de jeu de balles et des colonnades. Les salles à colonnades accueillaient des événements festifs auxquels la population était sans doute invitée selon l'occasion. On peut penser qu'elles accueillaient aussi les négociants de passage. Proche des colonnes grecques ou romaines, celle-ci était une nouveauté chez les Mayas en matière de soutènement des structures. L'avantage des colonnes, c'est qu'elles permettent de créer des toits plats, sans avoir besoin d'investir toute son énergie dans des bâtiments en pierre, avec des encorbellements et des risques d'effondrement. Les colonnes mayas étaient simples. Des sections de pierre arrondies étaient empilées et les interstices entre elles comblés par des gravats. Un chapiteau cubique venait couronner chaque colonne, puis des plafonds en bois et en stuc étaient posés par-dessus pour créer de vastes intérieurs couverts. La population pouvait se déplacer plus librement dans ces nouveaux bâtiments que dans les pyramides de la période classique. Les pyramides étaient surtout là pour des initiés. Le reste du peuple ne voyait les temples que d'en bas. Très peu de gens y étaient admis. Les espaces à colonnades étaient plus conviviaux. Cette période sereine ne dure qu'un temps. Après avoir dominé le Yucatan pendant plus de 200 ans, Chichén Itzá est atteinte du même mal mystérieux que ses voisines du sud et sombre dans le déclin. Lorsque les Espagnols arrivent sur les côtes du Yucatan en 1517, tous les centres cosmopolites importants du monde maya ont déjà été abandonnés. Malgré tout, une société maya dispersée vit dans de petits villages éparpillés dans la région et lutte âprement contre les conquistadors. Les Espagnols ont eu des difficultés à les combattre, car à la différence des Aztèques, où il suffisait de faire prisonnier le roi ou l'empereur, dans le cas des Mayas, ils devaient soumettre chaque village, un par un. Les guerriers mayas tuèrent des milliers de conquistadors, mais leurs armes s'avérèrent inutiles contre une ennemie bien plus puissante, la maladie. En 100 ans, 90% de la population du Nouveau Monde a été décimée. Les Mayas survivants sont persécutés. Le frère Diego de Landa, envoyé par l'Espagne pour évangéliser la population, fait cruellement respecter son enseignement religieux.
Diego de Landa était un jeune idéaliste venu au Nouveau Monde pour tenter de sauver des âmes et de convertir la population à ce qu'il appelait la vraie foi. Mais les Mayas ne voulaient pas rejeter en bloc et pour toujours leurs propres croyances. Le 12 juillet 1562, de Landa ordonne un auto-da-fé. Les codex mayas sont brûlés comme étant l'œuvre du diable. Des milliers d'années d'accumulation de connaissances partent en fumée. C'est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Par un heureux coup du sort, quelques codex nous sont malgré tout parvenus. Au XIXe siècle, certains de ces livres ont échappé au contrôle des religieux et de leur frénésie destructrice et ont attiré l'attention du public. On ignore encore aujourd'hui comment ces codex sont parvenus jusqu'à nous. Ce peuple est parvenu à faire prospérer une civilisation urbaine en pleine jungle pendant 1500 ans, malgré tous les défis que cela représentait. Il y a de quoi être admiratif. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Les Mayas scrutaient le ciel pour y trouver le sens de leur vie. À notre tour, nous scrutons le sol à la recherche de réponses. Ces dernières années, la NASA et l'Université du New Hampshire ont expérimenté des procédés pour tenter de découvrir des cités englouties par la jungle. Des monticules de terre couverts d'arbres sont peut-être des villes anciennes oubliées depuis des siècles. Le sol recèle sans doute bien des réponses aux mystères qui entourent encore les Mayas. L'archéologie maya n'en est qu'à ses débuts. Il existe un nombre incalculable de cités, de temples et de villages que nous n'avons pas encore pu étudier ou déblayer. Nous entrons dans l'âge d'or de l'archéologie maya. Dans 100 ans, ce sera sans doute l'une des civilisations les mieux comprises de l'Antiquité. Nous savons que les Mayas étaient un peuple novateur, inventif et majestueux. Mais quel attrait magique exerce-t-il sur nous pour que nous ne cessions de nous intéresser à eux, génération après génération? Est-ce dû à leur architecture, avec ses places paisibles et ses temples, à leurs glyphes entremêlés, à leur art ou à leur écriture complexe? Ou est-ce à cause de leur stupéfiante compréhension de l'astronomie, des mathématiques avec le concept du zéro, alors inconnu partout ailleurs? Est-ce tout simplement parce que ce peuple merveilleux a érigé des cités entières superbes au milieu d'une nature si inhospitalière? Dans la jungle, entre le Honduras et le Yucatan, des centaines de sites mayas sont encore inexplorés. Rien qu'à Palenque, 1500 bâtiments n'ont pas encore été déblayés, dont des temples plus vastes que celui-ci. Quand je pense aux trésors encore à découvrir dans des sites tels que Tikal ou Chichen Itza, je me dis, et je ne dois pas être le seul, que ce qui fait la vraie magie de la civilisation maya est sans doute encore enfoui quelque part dans cette jungle. C'était Peter Weller.